Le chirurgien-chef regarda l'infirmière avec mépris, un sourire narquois aux lèvres. « Si vous parvenez à stopper cette hémorragie en 2 minutes, ma villa est à vous. » Il rit, mais son rire fut brutalement interrompu par le bip strident du moniteur cardiaque, tandis que la vie du patient s'échappait. Il ignorait que Léa Martin était sur le point d'accomplir un miracle qui le couvrirait d'opprobre à jamais. « Impossible, l'aorte est en train de se rompre. » La voix du docteur Antoine Dubois déchira l'air tendu du bloc opératoire. Le moniteur cardiaque émettait un bip frénétique, une bande-son de désespoir. Toute l'équipe se figea, les yeux rivés sur la mare de sang qui s'étendait rapidement dans la poitrine ouverte du patient. « Pince aortique, tout de suite !» hurla Antoine, l'arrogance s'évaporant pour laisser place à une panique mal dissimulée. Les internes, pâles, se regardaient, paralysés. Le temps semblait s'être arrêté. C'est alors que Léa Martin, l'instrumentiste, agit. D'un mouvement rapide et précis, elle saisit un instrument spécifique du plateau, ignorant le protocole standard. « Docteur, cela ne fonctionnera pas. Nous avons besoin d'une manœuvre d'occlusion manuelle temporaire. » Antoine la foudroya du regard. « Qui croyez-vous être pour me donner des ordres? Faites ce que je vous dis. » Le son du moniteur devint encore plus aigu. La pression chutait. « Il va s'arrêter dans 30 secondes, » murmura le docteur Thomas Lefebvre, l'anesthésiste, d'une voix tremblante. L'équipe alternait son regard entre Antoine et Léa, la peur imprimée sur leur visage. La vie de monsieur Jean-Luc Fournier, l'un des hommes les plus puissants du pays, s'échappait littéralement entre les doigts du chirurgien le plus réputé de l'hôpital. La tension était si dense qu'on aurait pu la couper au scalpel. Antoine saisit le bras de Léa. La force de sa poigne était une menace silencieuse. « Ôtez-vous de mon chemin, infirmière, tout de suite, ou votre carrière prend fin aujourd'hui. » Son visage resta calme, mais ses yeux brillaient d'une détermination féroce. Comment pouvait-il laisser son ego tuer un homme sur la table d'opération? La poigne d'Antoine sur son bras, l'odeur métallique du sang, le bip désespéré du moniteur. Tout s'évanouit. L'esprit de Léa fut projeté en arrière, dans une autre pièce, un autre moment de crise. Pas un bloc opératoire, mais la petite chambre de sa mère. Le son n'était pas celui d'un moniteur, mais de la toux sèche et persistante qui la maintenait éveillée nuit après nuit. Elle se revit des années plus jeune, tenant la main fragile de sa mère. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre, illuminant les particules de poussière dans l'air. « Tu seras la meilleure, ma petite », dit sa mère, la voix un murmure rauque. « Tu as le don du calme, le don de voir ce que les autres ne voient pas. Ne laisse jamais personne te dire que tu es trop petite. » Léa sourit, serrant sa main. À cet instant, l'avenir semblait un champ ouvert, rempli de promesses et de blouses blanches qu'elle porterait un jour avec fierté. L'espoir était palpable, aussi réel que la chaleur de la main de sa mère dans la sienne. Le décor changea. La lumière du soleil fut remplacée par l'éclairage froid et impersonnel d'un couloir d'hôpital. Léa, fraîchement diplômée, courait aux côtés d'une civière. Sa mère, pâle et peinante à respirer, fixait le plafond. Un jeune médecin arrogant, à l'air blasé, examina les analyses pendant quelques secondes à peine. « Ce n'est qu'une forte pneumonie. Un antibiotique suffira. » Léa insista. « Docteur, les symptômes, la perte de poids, l'épuisement extrême. Ne pourrait-il pas s'agir d'autre chose ?» Le médecin la toisa. « Écoutez, mademoiselle. C'est moi le médecin ici. Retournez à votre école d'infirmière et laissez le diagnostic à ceux qui s'y connaissent. » Il lui tourna le dos et s'en alla. Ce mépris, ce refus d'écouter, c'est là le destin de sa mère. L'image finale fut la plus douloureuse. La chambre vide, le lit fait, le silence assourdissant. Le diagnostic correct, un type rare et agressif de cancer du poumon, arriva trop tard. Il arriva avec le certificat de décès. Ce jour-là, debout près du lit froid, Léa fit une promesse silencieuse. Elle ne laisserait plus jamais l'arrogance d'un médecin coûter une vie. Elle étudierait 2 fois plus, observerait 3 fois plus, aurait toujours une longueur d'avance. Elle deviendrait si douée, si incontestablement compétente, que personne n'oserait plus jamais l'ignorer. Elle ne serait pas seulement une infirmière. Elle serait la gardienne silencieuse dans la salle, le filet de sécurité dont des hommes comme ce médecin ne savaient même pas qu'ils avaient besoin. « Léa !» La voix d'Antoine, un grognement furieux, la ramena à la réalité brutale du bloc opératoire. La poigne sur son bras s'intensifia, la secouant. L'odeur de sang et d'antiseptique envahit ses poumons. Le bip du moniteur était plus lent, plus faible.
dangereux. Le passé entra en collision avec le présent. C'était la même arrogance, le même mépris, la même vie en jeu. Mais cette fois, elle n'était pas une étudiante sans défense. Elle était prête. L'écho de la promesse faite sur la tombe de sa mère résonnant dans son esprit, Léa agit. Elle ne voulait pas seulement sauver ce patient. Elle devait prouver, à elle-même et aux fantômes de sa mère, que la compétence pouvait, oui, faire taire l'arrogance. Ignorant la douleur à son bras, elle se dégagea de la poigne d'Antoine avec une force surprenante. « Anesthésiste, préparez 2 unités de sang et de la norépinéphrine maintenant !» Sa voix résonna fermement, coupant la panique du bloc. Elle ne demanda pas, elle commanda. Pendant une seconde, tous, y compris Antoine, furent stupéfaits par son audace. Dans cet instant d'hésitation, Léa se positionna à côté de la table d'opération, ses yeux scannant la plaie ouverte. L'aorte thoracique, la plus grande artère du corps, présentait une lacération visible, jaillissant du sang à chaque battement faible du cœur. La pince qu'Antoine avait demandée était trop grande. Elle écraserait le tissu déjà fragilisé. Elle vit ce qu'il ne vit pas, une petite artère intercostale, rompue près de l'aorte, qui compliquait tout l'accès. Elle tendit la main, sans regarder le plateau d'instruments. Pince de satin-ski et un pledgé en téflon, vite. Sa voix n'admettait aucun refus. L'interne le plus proche, instinctivement, obéit, lui mettant les instruments en main. Elle se pencha sur le patient, prête à intervenir, à montrer à tous comment faire. Mais avant que ses doigts ne puissent toucher le patient, la main d'Antoine bloqua à nouveau son chemin, cette fois avec plus de force. « Je vous ai dit de vous écarter », grogna-t-il, le visage à quelques centimètres du sien. « Sécurité! Sortez cette femme de mon bloc opératoire !» La porte s'ouvrit. 2 énormes agents de sécurité entrèrent, leurs regards confus, mais prêts à obéir au chirurgien-chef. Léa regarda les mains d'Antoine, puis le moniteur cardiaque, où la ligne commençait à s'aplatir dangereusement. Elle avait la solution, la connaissance, l'habileté. Mais l'obstacle n'était pas la blessure dans la poitrine du patient. L'obstacle était l'homme debout juste devant elle. Un mur d'ego et de pouvoir qui l'empêchait de sauver une vie. Ses mains, qui quelques secondes auparavant étaient dit fermes et prêtes, tremblaient maintenant légèrement de rage et d'impatience. La défaite fut instantanée et écrasante. Les agents de sécurité la saisirent par les bras, la traitant comme une intruse, une menace. « Docteur, s'il vous plaît. Il n'a plus qu'1 minute, » implora-t-elle, mais sa voix fut étouffée par l'ordre final d'Antoine. Dehors, maintenant. Tandis qu'elle était traînée dehors, elle vit Antoine saisir la mauvaise pince, la pince large et maladroite, et tenter de clamper l'aorte. On entendit un son horrible, un déchirement de tissu, suivi d'un jet de sang encore plus fort qui éclaboussa le champ chirurgical. Le moniteur émit un son continu et aigu. Arrêt cardiaque. Dehors, les portes se refermant sur son visage, Léa entendit le chaos éclater. Chariot d'urgence, adrénaline, défibrillateur. Elle fut escortée le long du couloir comme une criminelle, les regards des autres médecins et infirmières lui brûlant le dos, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Elle fut conduite directement au bureau de la directrice des soins infirmiers, une femme sévère nommée Sophie Bernard. « Léa, qu'est-ce que c'était ?» demanda Sophie, la voix froide comme la glace. « Le docteur Dubois m'a appelé. Insubordination lors d'une chirurgie à haut risque. Vous avez perdu la tête ?» Léa tenta d'expliquer, la voix brisée par l'adrénaline et la frustration. Il allait tuer le patient. Sa technique était erronée. L'aorte allait se rompre complètement. Sophie soupira, se massant les tempes. Antoine Dubois est le chirurgien-chef de cet hôpital depuis 15 ans. C'est une star. Il apporte des millions en investissement. Vous êtes une instrumentiste. Comprenez-vous la différence ? La phrase flotta dans l'air, lourde et cruelle. Peu importait qu'elle ait raison, peu importait qu'une vie soit en jeu. La hiérarchie était ce qui comptait. Votre licence pour instrumenter en chirurgie cardiaque est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Vous serez réaffecté au service de soins généraux. Considérez-vous chanceuse de ne pas être licenciée. Maintenant, sortez de mon bureau. Léa sortit, le monde tournant autour d'elle. La suspension n'était pas seulement une punition, c'était une humiliation. C'était la confirmation que, dans ce système, sa compétence ne valait rien contre le statut d'un homme. Cette nuit-là, dans son minuscule appartement, le silence était un accusateur. Léa n'arrivait pas à s'empêcher de rejouer la scène dans sa tête. Le son du tissu qui se déchirait. Le bip final du moniteur.
Elle s'assit sur le sol du salon, serrant ses genoux, sa blouse encore imprégnée de l'odeur de l'hôpital. Peut-être Sophie avait raison. Peut-être avait-elle perdu la tête. Qui était-elle pour défier un dieu comme Antoine Dubois? Une simple infirmière, fille d'une couturière, qui avait lutté pour payer ses études avec des bourses et des emplois de nuit. Lui venait d'une dynastie de médecins, éduqués dans les meilleures universités du monde. Le doute commença à corroder sa détermination comme un acide. Ne laisse jamais personne te dire que tu es trop petite. La voix de sa mère résonna dans sa mémoire. Mais elle se sentait petite, insignifiante. Peut-être méritait-elle la suspension. Peut-être sa place était-elle vraiment dans le service général, à changer des draps et à faire des injections, loin des décisions de vie ou de mort. La peur la paralysa. Et si elle se battait contre tout cela? Antoine la détruirait. Il avait le pouvoir, les contacts, l'influence. Elle perdrait son emploi, sa licence, tout ce pourquoi elle avait lutté. L'image du visage arrogant du médecin qui avait négligé sa mère se fondit avec le visage d'Antoine. C'était le même homme, dans des corps différents, la même arrogance mortelle. Abandonner maintenant serait cracher sur la tombe de sa mère. Ce serait trahir la promesse qu'elle s'était faite. Le doute et la peur se livraient en bataille en elle, un combat aussi violent que celui qui s'était déroulé au bloc opératoire. Elle ferma les yeux, épuisée. Abandonner semblait plus facile, plus sûr. Mais alors, une nouvelle image surgit dans son esprit. Le visage de monsieur Jean-Luc Fournier sur la table, les yeux fermés, la vie s'échappant à cause de l'ego d'un autre homme. Non, elle ne pouvait pas abandonner. La colère, une braise qu'elle pensait éteinte, revint brûler, plus forte qu'avant. Elle se leva. La peur était toujours là, mais maintenant, il y avait quelque chose de plus fort. Une fureur froide et calculatrice. Elle n'allait pas seulement se battre. Elle allait prouver qu'elle avait raison, coûte que coûte. Son esprit commença à travailler, l'adrénaline remplaçant l'épuisement. La chirurgie, les détails. Qu'avait fait Antoine de mal? Il avait utilisé la mauvaise pince. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vu l'artère intercostale rompue. Mais comment le prouver? Le dossier du patient, le rapport chirurgical. Antoine l'aurait écrit, il omettrait évidemment son erreur. Mais qu'en est-il du rapport post-opératoire? Celui du chirurgien qui avait sauvé le patient? Le docteur Marc Laurent, un homme plus âgé, discret et connu pour son aversion envers Antoine Dubois. Il aurait dû documenter l'étendue totale des dommages qu'il avait trouvés pour justifier ses propres actions. L'espoir, une petite flamme, s'alluma dans sa poitrine. L'accès au système d'enregistrement de l'hôpital était restreint. De son nouveau poste dans le service général, elle ne pourrait pas voir les détails chirurgicaux d'un patient des soins intensifs cardiaques. Mais elle connaissait quelqu'un qui le pouvait. Hugo Moreau, un technicien informatique de l'hôpital. Un geek, timide, qu'elle avait toujours traité avec gentillesse, l'aidant une fois lorsqu'il avait eu une crise de panique à la cantine. Il lui devait une faveur. Elle saisit son téléphone, les mains fermes. Elle trouva son contact. C'était risqué. S'ils étaient en pris, tous deux seraient licenciés et elle pourrait faire face à des accusations criminelles. Mais le risque de ne rien faire était plus grand. C'était le risque de laisser l'arrogance gagner, de laisser l'injustice prévaloir. Elle prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton d'appel. « Hugo, c'est Léa. J'ai besoin de ton aide. C'est important. » Elle savait qu'elle aurait besoin d'un allié, quelqu'un qui pourrait naviguer dans les ombres de l'hôpital. Et le premier indice de la chute d'Antoine Dubois était caché sur un serveur, attendant d'être trouvé. Léa trouva Hugo à l'arrière de la bibliothèque de l'hôpital, une zone peu fréquentée et remplie d'archives mortes. Il était nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule. « Léa, c'est de la folie, » murmura-t-il, ajustant ses lunettes. « Si Dubois le découvre, non seulement je perds mon emploi, mais il me met sur liste noire de toute l'industrie de la technologie de la santé. » Léa posa sa main sur son bras, son regard était ferme et désespéré. « Hugo, je sais que je te demande beaucoup, mais il a failli tuer un homme et m'a blâmé pour cela. Il est en train de détruire ma carrière et ma vie par pur ego. Je n'avais pas tort. J'ai juste besoin de le prouver. » Elle lui raconta les détails, la mauvaise pince, l'artère qu'Antoine avait ignorée. La sincérité et la douleur dans sa voix le touchèrent. Il se souvint d'elle, la seule personne qui l'avait aidé quand il était à terre, hyperventilant, tandis que d'autres se contentaient de regarder. Il soupira,
la décision imprimée sur son visage. D'accord, mais nous devons être rapides et ne laisser aucune trace. Il ouvrit son ordinateur portable. Le nom du patient était Fournier, n'est-ce pas? Chirurgie cardiaque, il y a 2 jours. En quelques minutes, avec une série de clics rapides et la saisie de lignes de code que Léa ne comprenait pas, il était dans le système. Ok, je suis dans son dossier médical. Le rapport de Dubois est exactement comme tu l'as dit. Court, vague. Complications imprévues lors du clampage aortique, entraînant un arrêt cardiaque. Patient réanimé et stabilisé. C'est de la foutaise corporative. Cherche le rapport du docteur Laurent, dit Léa, le cœur battant fort. Le rapport post-opératoire. Hugo tapa encore un peu. Ses yeux s'écarquillèrent. Waouh, le voici. Laurent n'a pas mâché ses mots. Il tourna l'ordinateur portable vers elle. Regarde ça. Léa lut, et la validation qu'elle cherchait tant était là, noir sur blanc. Le docteur Laurent décrivit en détail technique la lacération iatrogénique, un terme clinique pour une lésion causée par le médecin, dans l'aorte, et une avulsion secondaire de l'artère intercostale, probablement causée par une instrumentation inadéquate et une force excessive. C'était la preuve. Le langage était technique, mais la conclusion était claire. Le dommage avait été causé par une erreur du chirurgien. « C'est ça », murmura Léa. « C'est la preuve. » Hugo acquiesça. « Oui. Et il y a plus. » Il désigna une autre partie du rapport. Laurent a joint les images du scan intra-opératoire qu'il a effectué avant de commencer la réparation. Tu peux clairement voir la lacération qui n'était pas là lors de l'examen d'admission. La colère de Léa, auparavant une braise, était maintenant une fournaise. L'arrogance d'Antoine n'avait pas seulement failli coûter une vie, mais il avait menti effrontément, confiant en son pouvoir pour enterrer la vérité. « Hugo, peux-tu imprimer ça? Et les images? Sans laisser de traces d'impression ?» Hugo sourit pour la première fois. « Léa, pour qui me prends-tu? Je vais tout sauvegarder sur une clé USB cryptée. Ce sera comme si nous n'avions jamais été là. » Il transféra les fichiers. « Tiens, » dit-il, lui tendant le petit appareil métallique. C'est sa carrière sur une clé USB. Qu'est-ce que tu vas faire? Léa tint la clé USB, le métal froid dans la paume de sa main. La peur qui la hantait fut remplacée par une clarté glaciale. Ce n'est pas encore suffisant, dit-elle. C'est la parole d'un médecin contre un autre. Antoine va alléguer une rivalité professionnelle. Nous avons besoin de quelque chose qu'il ne puisse pas nier. Le plan commença à se former dans son esprit, pièce par pièce. Elle n'allait pas seulement se défendre. Elle allait l'exposer d'une manière dont il ne pourrait jamais se remettre. « Hugo, merci. Je te dois une fière chandelle. »« Beaucoup. Fais juste tomber ce salaud, » dit-il. « Ce sera un paiement suffisant. » Avec la preuve en main, Léa savait qu'elle avait besoin de plus. Elle avait besoin d'un témoin. Quelqu'un de l'intérieur du bloc opératoire qui pourrait corroborer son histoire. La plupart avaient trop peur d'Antoine, mais il y avait une personne, l'anesthésiste, le docteur Thomas Lefebvre. Il était jeune, idéaliste, et Léa avait remarqué le regard d'horreur sur son visage quand Antoine avait tenté d'utiliser la mauvaise pince. Elle l'aborda à la fin de son service, près du parking. « Docteur Lefebvre, pouvons-nous parler ?» Il parut effrayé, regardant autour de lui pour voir si quelqu'un observait. « Écoutez, Léa, je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé, mais je ne peux pas m'impliquer. » « Je ne vous demande pas de vous impliquer, » dit-elle, la voix basse et urgente. « Je vous demande de regarder ceci. » Elle lui montra les copies imprimées du rapport du docteur Marc Laurent et les images sur son téléphone portable. Thomas lut, son visage pâlissant à chaque mot. « Mon Dieu, » murmura-t-il, « il a vraiment déchiré l'aorte. Et l'artère intercostale, c'était exactement ce que vous aviez dit. Vous l'avez vu, Thomas, » dit Léa. « Vous l'avez vu me pousser. Vous l'avez entendu demander la mauvaise pince. Vous savez que j'avais raison. » Thomas passa ses mains dans ses cheveux angoissés. « Léa, si je parle, ma carrière est finie. Dubois est le chef du comité d'évaluation. Il m'écraserait. »« Et si vous ne parlez pas ?» rétorqua-t-elle. « Que se passera-t-il la prochaine fois que son ego sera devant un scalpel ? Qui mourra ? Monsieur Jean-Luc Fournier a eu de la chance. Le prochain pourrait ne pas en avoir. » La vérité dans ces mots le frappa. Il regarda le visage déterminé de Léa, puis les documents dans sa main. La décision était claire. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda-t-il, la voix finalement ferme. Le plan était risqué mais brillant. L'hôpital organisait une conférence mensuelle de morbidité et mortalité, M&M.
où les cas difficiles et aux résultats négatifs étaient discutés à des fins d'apprentissage. C'était un événement fermé, réservé aux médecins et au personnel senior. Antoine, en tant que chirurgien-chef, présidait la réunion. Il choisissait toujours les cas d'autres médecins à disséquer en public, présentant rarement les siens. Il ne présenterait jamais volontairement le cas de M. Jean-Luc Fournier, dit Thomas. C'est un aveu de quasi-échec. Exactement, dit Léa. Alors, nous allons l'y forcer. Le plan était simple. Thomas, en tant qu'anesthésiste du cas, avait le droit de demander l'inclusion d'un cas pour discussion. Il demanderait le cas de M. Jean-Luc Fournier, citant les complications anesthésiques inattendues pendant l'arrêt cardiaque, comme justification. Ce serait un cheval de Troie. Une fois le cas à l'ordre du jour, Antoine ne pourrait pas refuser d'en discuter sans éveiller les soupçons. Pendant la présentation, Léa entrerait. Elle n'avait plus la permission d'y assister, mais Hugo avait un plan pour cela. Il l'inclurait, accidentellement, sur la liste des participants essentiels du département infirmier, une erreur bureaucratique qui ne serait remarquée que trop tard. Quand il sera sur scène, défendant ses actions, je présenterai le rapport du docteur Marc Laurent, dit Léa. Et vous, Thomas, confirmerez la séquence des événements. Il sera acculé. C'était le piège parfait. Une scène publique, devant ses pairs, où son arrogance serait sa propre ruine. Le matin de la conférence, la tension était presque insupportable. Thomas semblait sur le point de vomir. Et s'il niait tout simplement? Et si personne ne nous croyait? Dit-il, ajustant sa cravate pour la 10e fois. Il niera, dit Léa, son calme contrastant avec sa nervosité. Mais la preuve est la preuve, et la vérité a son propre poids. Ils étaient dans une petite salle de repos près de l'auditorium. Hugo apparut à la porte, faisant un signe d'approbation. « Tu es sur la liste. Badge d'accès temporaire. Bonne chance. » Il lui tendit un badge et disparut. Le plan faillit échouer quelques minutes avant le début. La directrice des soins infirmiers, Sophie Bernard, vit Léa dans le couloir. « Martin, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne devriez pas être dans ce service. » Le cœur de Léa se glaça. « Il y a eu une demande de dernière minute pour une consultation infirmière sur le cas qui sera présenté, » dit Léa, le mensonge sortant avec une facilité qui la surprit. Le docteur Lefebvre l'a demandé. Sophie la regarda avec suspicion, mais le nom d'un médecin fut suffisant pour la calmer. « D'accord, mais restez au fond et ne dites rien. » C'était la brèche dont ils avaient besoin. Léa et Thomas échangèrent un regard. Cela se passait. Ils marchèrent vers l'auditorium, le son étouffé de la voix d'Antoine déjà audible, commençant la réunion. Léa tenait la clé USB et les copies imprimées à l'intérieur de sa pochette. Son cœur martelait contre ses côtes. C'était maintenant ou jamais. Dans les jours précédant la conférence de morbidité et mortalité, l'hôpital devint un échiquier pour Léa et Thomas. Ils se déplaçaient avec prudence, communiquant par messages codés et rencontres rapides dans des lieux improbables, comme l'escalier de service ou la chapelle silencieuse. La première partie du plan était de s'assurer que le piège était correctement monté. Thomas demanda formellement l'inclusion du cas de M. Jean-Luc Fournier à l'ordre du jour de la MNM. Comme prévu, il y eut de la résistance. La secrétaire d'Antoine l'appela, disant que l'ordre du jour était plein. Thomas insista, citant la nature inhabituelle de l'arrêt cardiaque et les implications pour le protocole d'anesthésie en chirurgie aortique. C'était l'appât parfait, technique et professionnel. Antoine, ne voulant pas paraître cacher quelque chose, accepta à contre-cœur, pensant probablement que ce serait une autre occasion de se mettre en valeur, de montrer comment il avait, héroïquement, sauvé un cas perdu. Pendant ce temps, Léa préparait les munitions. Elle passa 2 nuits blanches, étudiant chaque ligne du rapport du docteur Marc Laurent, chaque pixel des images du scan. Elle ne voulait pas seulement présenter la preuve, elle voulait la comprendre aussi bien qu'un chirurgien. Elle créa une petite présentation de diapositives sur son ordinateur portable personnel, juxtaposant les images avant et après l'intervention d'Antoine, soulignant la lacération avec des flèches rouges et citant les phrases clés du rapport de Laurent. Elle répéta son discours des dizaines de fois dans son appartement, parlant au miroir, à ses plantes, au silence. Elle devait être calme, précise et inattaquable. Toute hésitation, tout signe d'émotion, et Antoine la rejetterait comme hystérique.
Thomas, de son côté, se concentra sur sa partie. Il prépara sa propre présentation sur la chronologie de l'anesthésie, marquant le moment exact où la pression du patient chuta, le moment juste après la tentative de clampage d'Antoine. Il contacta discrètement l'un des internes qui était dans la salle, un jeune homme nommé Dr Ishida, dont il savait qu'il était intègre. Il ne lui demanda pas de témoigner, ce qui serait trop risqué, mais lui dit simplement « À la conférence, faites juste attention à la chronologie des événements. C'est tout ce que je demande. » Il semait des graines de doute, préparant l'audience à la révélation. Le piège était monté, chaque pièce méticuleusement à sa place. La veille de la conférence, le désastre faillit se produire. Léa sortait de l'hôpital quand elle vit quelque chose qui lui glaça le sang. Antoine Dubois conversait vivement avec le docteur Marc Laurent près de l'entrée principale. Laurent, l'auteur du rapport incriminant, le pilier de tout son plan. Antoine riait, donna une tape amicale sur l'épaule de Laurent, et les deux s'éloignèrent dans des directions opposées. La panique s'empara de Léa. Et si Antoine l'avait découvert? Et s'il avait fait pression ou menacé Laurent pour qu'il se rétracte? Ou pire, et si Laurent, voulant éviter une confrontation, avait accepté d'adoucir son rapport? Tout le plan dépendait de l'intégrité de ce document. Elle courut trouver Thomas, le trouvant à la bibliothèque. « J'ai vu Antoine avec Laurent », dit-elle, la voix un murmure urgent. Ils avaient en l'air amicaux. Et si Laurent se défilait? Thomas pâlit. Il ne ferait pas ça. N'est-ce pas? Il déteste Antoine. Haïr quelqu'un est une chose, risquer une guerre ouverte au conseil de l'hôpital en est une autre, répondit Léa. Il n'avait aucun moyen de savoir ce qui avait été dit. Le doute était un poison. Ils devraient entrer à la conférence sans savoir si leur arme principale était toujours chargée ou si ce n'était qu'un bluff. La seule option était d'aller de l'avant, d'improviser si nécessaire. L'incertitude transforma leur nuit en un enfer d'anxiété. Le lendemain matin, alors qu'ils marchaient vers l'auditorium, la nervosité était palpable. Léa sentait chaque pas peser une tonne. Thomas ajustait sa cravate sans arrêt. Ils entrèrent dans l'auditorium, un amphithéâtre avec des rangées de sièges montant vers le fond. Il était rempli de médecins, de chefs de département, l'élite de l'hôpital. Sur la scène, un pupitre et un écran géant. Antoine était déjà là, conversant avec quelques collègues, exsudant la confiance. Léa trouva un siège au fond, comme Sophie Bernard l'avait instruite, essayant de se rendre invisible. Thomas s'assit au premier rang, comme on s'y attendait d'un présentateur. Antoine monta au pupitre pour commencer la réunion. « Bonjour à tous. Nous avons des cas intéressants aujourd'hui. » Sa voix était douce et contrôlante. Léa respira profondément, serrant la pochette avec l'épreuve contre sa poitrine. Le piège était armé. La cible était sur la scène. Mais le doute concernant Laurent la hantait. Elle échangea un dernier regard avec Thomas à travers la salle. Il acquiesça subtilement. C'était maintenant ou jamais. Après la discussion de deux cas routiniers, Antoine Dubois s'éclaircit la gorge, et un air de fausse modestie s'empara de son visage. Maintenant, passons au cas demandé par le docteur Thomas Lefebvre, celui de monsieur Jean-Luc Fournier. Un cas difficile, avec de multiples comorbidités qui ont compliqué une procédure qui, autrement, aurait été standard. Il projeta l'examen d'admission du patient sur l'écran géant. Comme vous pouvez le voir, une dissection aortique complexe. Le tissu était extrêmement friable, presque en train de se désintégrer au toucher. Une véritable bombe à retardement. Il narra les événements avec le calme d'un maître, omettant des détails cruciaux et brossant le tableau d'une bataille héroïque contre des probabilités impossibles. Pendant la procédure, nous avons fait face à une décompensation soudaine et sévère. La pression a chuté vertigineusement, indiquant une complication spontanée. Ce fut l'un de ces moments où les secondes comptent et l'expérience fait toute la différence. Il regarda l'auditoire, ses yeux transmettant la gravité et le poids de sa position. Nous avons réussi à stabiliser le patient, à inverser l'arrêt cardiaque et à livrer le patient vivant aux soins intensifs. Un résultat remarquable, étant donné les circonstances extrêmes. Il ne mentionna pas Léa. Il ne mentionna pas la pince. Il ne mentionna pas l'erreur. Dans son récit, il était le héros solitaire qui avait arraché un homme aux griffes de la mort. L'auditoire, composé de médecins qui l'admiraient ou le craignaient, écoutait attentivement, beaucoup hochant la tête en signe d'accord. Il était en contrôle total. Il était le maestro, et c'était son orchestre. Pour finir, il porta le coup de grâce à son arrogance. «
EK est un rappel, dit-il, sa voix résonnant avec autorité. Qu'en chirurgie cardiaque, il n'y a pas de place pour l'hésitation, pour les théories ou pour les suggestions venant de ceux qui n'ont pas la formation pour comprendre la complexité de ce qui est en jeu. La décision finale doit être celle du chirurgien, et seulement du chirurgien. Toute déviation de cette chaîne de commandement est une recette pour le désastre. La phrase fut une flèche directe et empoisonnée pour Léa, assise au fond de la salle. Il l'utilisait comme exemple sans même citer son nom. Il sourit, un sourire satisfait de celui qui venait de sceller sa victoire. Des questions? Le silence fut rompu par la voix calme de Thomas Lefebvre, qui se leva. « Docteur Dubois, merci pour la présentation. J'ai une question sur la chronologie. Mes notes indiquent que la décompensation soudaine s'est produite précisément après votre première tentative de clampage aortique. Pourriez-vous détailler l'instrumentation utilisée à ce moment précis? La question, technique et précise, changea l'atmosphère de la salle. Antoine parut momentanément irrité. Docteur Lefebvre, comme je l'ai dit, le tissu était friable. L'instrumentation standard a été utilisée. Ce fut à ce moment que Léa se leva. Toutes les têtes se tournèrent vers la figure inattendue au fond de la salle. « Avec votre permission, docteur. » Sa voix résonna claire et ferme, amplifiée par l'acoustique de l'auditorium. « L'instrumentation standard n'a pas été utilisée. Vous avez demandé une pince aortique droite qui était inadéquate pour le tissu friable et avez ignoré la suggestion d'utiliser une pince de Satinsky, conçue pour l'occlusion partielle et moins traumatisante. » Antoine la foudroya du regard. Qui a donné la permission à l'infirmière Martin de parler? Sa présence ici est déjà une violation du protocole. Mais il était trop tard. La porte avait été ouverte. Léa marcha le long du couloir latéral, vers la scène, tenant une clé USB. Je ne suis pas ici en tant qu'infirmière, docteur. Je suis ici en tant que témoin de ce qui s'est réellement passé. Et avec votre permission. Mais vous n'avez pas présenté toutes les données. Avant qu'Antoine ou la sécurité ne puissent réagir, elle arriva à un ordinateur auxiliaire dans le coin de la scène et inséra la clé USB. Vous avez commodément omis le rapport post-opératoire du docteur Marc Laurent, qui a pris en charge le cas après que le patient ait été stabilisé. Sur l'écran géant, l'image du rapport d'Antoine fut remplacée par la première page du rapport de Laurent. Léa utilisa le microphone du pupitre auxiliaire. Je cite, « Le patient présentait une lacération iatrogénique de 3 cm dans la paroi antérieure de l'aorte thoracique et une avulsion secondaire de l'artère intercostale, probablement causée par une instrumentation inadéquate et une force excessive. » Un murmure parcourut l'auditorium. Le mot « iatrogénique », causé par le médecin, résonna comme une sentence. Antoine pâlit. « C'est absurde, c'est une interprétation erronée. Le docteur Laurent et moi avons des divergences professionnelles depuis des années. » « Ce n'est pas une interprétation, docteur, » continua Léa, sa voix gagnant en force. Elle projeta l'image suivante. Le scan préopératoire, montrant une aorte intacte, à côté du scan effectué par Laurent, avec une flèche rouge pointant vers une déchirure nette. Ce sont les faits. L'aorte ne s'est pas rompue seule. Elle a été rompue. Et elle a été rompue parce que vous avez refusé d'écouter, parce que votre ego était plus important que la vie de l'homme sur votre table. Antoine commença à bégayer. C'est un montage, une conspiration. Cette infirmière a été sanctionnée pour insubordination. Elle se venge. J'ai été sanctionné pour avoir tenté de vous empêcher de commettre une erreur fatale, dit Léa, sa voix résonnant maintenant avec le pouvoir de la vérité. Une erreur que vous avez tenté d'étouffer. Une erreur qui est documentée ici, pour que tous la voient. Le silence dans l'auditorium était lourd, accusateur. L'armure d'Antoine Dubois, auparavant impénétrable, commençait à se fissurer visiblement. Le silence dans l'auditorium ne fut pas rompu par une voix, mais par des centaines de petits sons. Un raclement de gorge, le froissement de papier, le clic d'un stylo. C'étaient les sons du doute qui s'installaient. Les médecins dans l'assistance, qui quelques minutes auparavant acquiesçaient en accord avec Antoine, se penchèrent maintenant en avant, les yeux fixés sur l'écran, puis sur le visage pâle d'Antoine, et enfin sur la figure calme et déterminée de Léa. Le docteur Ishida, le jeune interne que Thomas avait contacté, fut le premier à réagir de manière audible. Il laissa échapper un « mon Dieu » étouffé, mais qui sembla résonner dans le silence. La chef du département de cardiologie, Ladreux Dubois Martin, regarda les images avec une expression d'horreur professionnelle.
Elle saisit sa tablette et commença à chercher quelque chose, probablement les registres originaux du cas. Les alliés les plus proches d'Antoine, assis au premier rang, qui riaient auparavant de ses blagues, semblaient maintenant extrêmement mal à l'aise. L'un d'eux, le chef d'anesthésiologie, évita le regard d'Antoine, se concentrant intensément sur ses propres notes, comme si c'était la chose la plus fascinante du monde. La marée était en train de tourner, non pas avec fracas, mais avec un mouvement lent et inexorable. Le murmure commença bas, un bourdonnement d'abeilles. Iatrogénique. Le rapport de Laurent. Regardez l'image. Les phrases se répandaient de rangée en rangée. L'assistance n'était plus un corps passif, c'était un jury. Et le verdict commençait à se former sur leur visage. La directrice des soins infirmiers, Sophie Bernard, qui avait réprimandé Léa, la regardait maintenant avec un mélange de surprise et un respect réticent. Elle vit la même détermination qu'elle avait punie, mais maintenant sous un nouveau jour. Ce n'était pas de l'insubordination, c'était de l'intégrité. Antoine sentit le changement. Il regarda l'assistance à la recherche de soutien, mais ne trouva que des yeux curieux, accusateurs ou détournés. Ses piliers de pouvoir s'érodiaient en temps réel. Dans un acte de désespoir, il désigna Léa. Elle ment. Elle a manipulé ses documents. C'est une infirmière rancunière, que quelqu'un appelle la sécurité. Mais sa voix, auparavant si pleine d'autorité, avait maintenant un ton aigu de panique. Personne ne bougea pour appeler la sécurité. Personne ne se leva pour le défendre. Le silence qui suivit son cri fut sa réponse. L'assistance avait tourné. Ils attendaient, attendant la chute finale. Antoine, acculé, joua sa dernière carte. Il se tourna vers le seul homme dans la salle qui aurait pu le sauver. « Docteur Laurent, dites-leur. Dites-leur que c'est un malentendu. Dites-leur que mon rapport était correct. » Il supplia pratiquement, le désespoir le dépouillant de toute sa dignité. Le docteur Marc Laurent, un homme aux cheveux blancs qui était resté silencieux au fond de la salle, se leva lentement. Toute la salle retint son souffle. La conversation amicale que Léa avait vue semblait maintenant un présage. Laurent marcha jusqu'au microphone des questions dans le couloir. « Docteur Dubois, commença-t-il, la voix calme et posée. Il n'y a aucun malentendu. Le rapport que l'infirmière Martin a présenté est mon rapport. Les images sont mes images. Et ma conclusion professionnelle, enregistrée dans le dossier médical officiel du patient, est que la lésion aortique était, en fait, iatrogénique et le résultat direct de la technique employée avant mon intervention. Ce fut un coup de semonce. La trahison finale ne vint pas de Léa, mais de l'un de ses pairs. La conversation amicale n'avait pas été une menace d'Antoine envers Laurent, mais Laurent avertissant Antoine qu'il ne mentirait pas si on lui posait la question. Antoine s'effondra. Pas physiquement, mais son visage, sa posture, tout en lui se flétrit. L'arrogance s'évanouit, révélant un homme petit et effrayé. « Non, vous, » balbutia-t-il, désignant Laurent. Il tenta de parler encore, mais les mots ne sortaient pas. Il regarda l'écran, le rapport, les visages de l'assistance. Il n'y avait pas d'échappatoire. Dans un dernier acte pathétique, il arracha le microphone de sa boutonnière, le jeta sur le pupitre et sortit de la scène, bousculant un chariot d'équipement sur son passage. Il ne courut pas. Il s'enfuit, sous le regard de centaines de collègues qui assistèrent à sa disgrâce. La porte de l'auditorium se referma derrière lui, laissant un silence profond. Le directeur de l'hôpital, qui était au premier rang, se leva. Son visage était un masque de fureur contenue. « Cette réunion est terminée, » dit-il, la voix tranchante. « Le docteur Dubois est suspendu de toutes ses fonctions, avec effet immédiat, tandis qu'une enquête complète est menée. La conséquence fut immédiate, brutale et publique. » Léa resta debout sur la scène, l'adrénaline commençant à diminuer, laissant un vide tremblant derrière elle. Elle ne ressentit pas de joie. Elle ne ressentit pas de triomphe. Seulement le poids de ce qui venait de se passer. Elle regarda Thomas, qui lui fit un signe de tête fatigué, mais respectueux. Elle regarda Laurent, qui la regarda avec un signe d'approbation. Elle avait gagné. La bataille était finie. Dans le silence qui suivit la tempête, elle respira simplement, un long et profond soupir de soulagement. Tandis que la foule commençait à se disperser, formant de petits groupes qui discutaient de l'incident à voix basse et choqués, Léa resta immobile à côté du pupitre. L'auditorium, auparavant un champ de bataille,
semblait maintenant vaste et silencieux. Thomas s'approcha d'elle, le visage pâle, mais les yeux brillants. « Vous avez réussi, Léa. Vous avez vraiment réussi. » Il posa une main sur son épaule, un geste de solidarité qui valait plus de 1000 mots. « Nous avons réussi, » corrigea-t-elle, la voix un peu rauque. Le docteur Marc Laurent s'approcha également, son visage sérieux, mais avec une lueur de respect dans les yeux. « Infirmière Martin, » dit-il formellement, « ce que vous avez fait aujourd'hui a exigé un courage que peu dans cette salle possèdent. Vous nous avez tous rappelé que la vérité et le bien-être du patient sont au-dessus de toute hiérarchie. Merci. » Venant de lui, l'éloge fut accablant. Léa ne put qu'acquiescer, sentant un nœud se former dans sa gorge. Elle ne voulait pas pleurer, pas là. Elle rassembla ses affaires, la clé USB, les copies du rapport, et sortit de l'auditorium, laissant derrière elle l'épicentre du tremblement de terre qu'elle avait provoqué. Le couloir était étrangement silencieux, tandis qu'elle passait. Les gens lui ouvraient le passage, les regards qui auparavant étaient de pitié ou de mépris, étaient maintenant d'étonnement, d'admiration, et chez certains, de peur. Elle n'était plus la paria. Elle était la femme qui avait fait tomber Antoine Dubois. Elle n'alla pas au service général. Elle se rendit directement au vestiaire, se changea et quitta l'hôpital sans se retourner. L'air frais de l'après-midi ne lui avait jamais semblé aussi pur. Elle ne pensa pas à l'avenir, aux conséquences, à l'enquête. À ce moment-là, elle voulait juste sentir le sol ferme sous ses pieds et respirer. Quelques jours plus tard, le contraste était saisissant. Les nouvelles de la chute d'Antoine Dubois se répandirent comme une traînée de poudre. Sa suspension se transforma en licenciement, suivie d'une plainte déposée par la famille de M. Jean-Luc Fournier et d'une révision de sa licence par l'ordre des médecins. Léa le vit une dernière fois, de loin. Il sortait de l'hôpital, portant une boîte avec ses effets personnels. Ses cheveux, auparavant impeccables, étaient ébouriffés. Son costume coûteux semblait lâche sur ses épaules affaissées. Il n'était plus un dieu, juste un homme brisé, récoltant ce qu'il avait semé. La scène fut brève, sans satisfaction, juste une mélancolique constatation de la justice. En contraste, la vie de Léa changea d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le directeur de l'hôpital l'appela dans son bureau. Elle entra s'attendant à une formalité, peut-être des excuses. Ce qu'elle reçut fut une offre. « Léa, » dit le directeur, « ce qui s'est passé a exposé une grave défaillance dans notre culture. Nous devons changer. Nous voulons créer un nouveau poste, chef de la sécurité des patients et de la défense infirmière, quelqu'un ayant l'autorité d'intervenir, de questionner et d'auditer toute procédure, à n'importe quel niveau. Quelqu'un qui rende compte directement à ce conseil. Nous voulons que ce soit vous. » Léa resta sans voix. L'offre était plus qu'une promotion, c'était une révolution. C'était l'opportunité de transformer sa lutte personnelle en une politique institutionnelle, de garantir qu'aucune autre infirmière ne soit réduite au silence, qu'aucun autre patient ne soit mis en danger par l'ego d'un médecin. Elle pensa à sa mère, à la promesse qu'elle avait faite. « J'accepte », dit-elle, la voix ferme et pleine d'un nouveau dessein. Un mois plus tard, Léa avait sa nouvelle routine. Elle ne portait plus l'uniforme d'infirmière, mais une tenue professionnelle qui lui donnait accès à toutes les zones de l'hôpital. Lors de son premier jour officiel dans ses nouvelles fonctions, elle révisait les protocoles chirurgicaux lorsqu'une situation familière se déroula. Une jeune infirmière, fraîchement diplômée, la chercha, le visage pâle de peur. « Madame Martin », commença-t-elle, la voix tremblante. « Je suis à la chirurgie du docteur Rousseau. Il utilise une technique qui... J'ai lu un article récent qui montre qu'elle a un taux de complications plus élevé chez des patients comme le nôtre. J'ai essayé de parler, mais il m'a fait taire. C'était l'écho de son propre passé. La même arrogance, la même hiérarchie, la même vie en jeu. L'ancienne Léa aurait hésité, effrayée par les conséquences. La nouvelle Léa regarda la jeune infirmière et sourit, un sourire calme et encourageant. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Chloé » répondit l'infirmière. « Chloé » dit Léa, prenant le téléphone. « Vous ne vous tairez pas, et moi non plus. » Elle appela directement le bloc opératoire. « Ici Léa Martin, chef de la sécurité des patients. Docteur Rousseau, suspendez immédiatement la procédure. Nous devons discuter d'une approche alternative. L'infirmière Chloé a des informations cruciales pour la sécurité de votre patient. » Le silence à l'autre bout de la ligne fut la preuve de sa nouvelle autorité. Dans cet acte, elle ne sauva pas seulement un patient. Elle valida une nouvelle génération d'infirmières,
leur donnant la voix qu'elle-même avait tant lutté pour trouver. Sa transformation était complète. Elle n'était plus une victime ou une guerrière solitaire. Elle était une leader,